bonjour à tous, je suis donc François Leroux, je suis chirurgien vasculaire et thoracique et je vais vous parler des syndromes cave supérieure qui sont une pathologie que connaissent bien les oncologues et un certain nombre de médecins généralistes qui peuvent en faire le diagnostic au cabinet. Le syndrome cave supérieure, eh bien, c'est une obstruction de la veine cave supérieure, soit de façon extrinsèque avec des phénomènes tumoraux, par des tumeurs primitives ou secondaires de la veine cave supérieure. Principalement, c'est une pathologie qui est maligne à 85%. On a peu de pathologies bénignes dans ces compressions et envahissements de la veine cave supérieure. Bien entendu, le cancer du poumon est grand pourvoyeur de ces envahissements cave supérieure et ça représente 3 à 5% de ces syndromes, avec en particulier les cancers à petites cellules. Il peut s'agir également de lymphomes. L'occlusion peut être intrinsèque au niveau de la veine cave supérieure, par exemple par un cathéter de Porta-4 ou une hyperplasie intimale qui obstrue la veine cave supérieure, et puis des corps étrangers comme le Porta-4, voire des thromboses aiguës sur un cathéter veineux ou sur des sondes de pacemaker. Alors la physiopathologie, eh bien ça, c'est une hyperpression veineuse, et vous avez sans doute pour la plupart vu ces syndromes cave supérieure. Les patients présentent des troubles de neurologie qui peuvent être des céphalées, voire une thrombophlébite cérébrale, des symptômes au niveau de la sphère ORL avec une dyspnée, une toux, des symptômes au niveau de la face avec un œdème de la face, du cou, des paupières et une cyanose, et bien entendu la dilatation veineuse au niveau du cou et des épaules avec une turgescence des veines jugulaires comme vous pouvez le voir sur cette photo. Le traitement de ce syndrome cave supérieure, dans sa majorité des cas, puisqu'il est malin, il va falloir mettre en route un traitement médical d'urgence qui permet de diminuer la symptomatologie avec la mise en place de diurétiques, de corticoïdes et d'anticoagulants pour éviter en particulier la thrombophlébite cérébrale. On peut mettre en place rapidement une chimiothérapie si le cancer primitif est chimiosensible. Ça peut être le cas dans les cancers du poumon à petites cellules et dans les lymphomes, avec dans ce cas-là une régression des signes cliniques en quelques jours. Par contre, bien entendu, il y a les effets secondaires de cette chimiothérapie et puis surtout une récidive de la symptomatologie dès l'arrêt du traitement. On a pu proposer aussi, et ça c'était plus tôt, il y a quelques dizaines d'années, la radiothérapie, localisés sur la partie cave supérieure. Le problème, c'est que ces rayons peuvent amener une aggravation du syndrome cave supérieure à cause de l'édème lié aux rayons. Il peut y avoir, et il y a presque systématiquement, une sténose post-radique de la veine cave supérieure, là aussi liée aux effets secondaires des rayons. Et puis les effets des rayons à type de brûlure, et bien entendu la récidive est fréquente et il faudra dans ce cas-là multiplier les séquences de radiothérapie. Est apparu depuis une dizaine d'années le traitement endovasculaire percutané de ces syndromes cave supérieure. Cela nécessite la réalisation préopératoire d'un scanner thoracique qui permet de voir le siège, l'étendue de la lésion et puis de voir et de mesurer le diamètre et la longueur de la veine cave supérieure et de la sténose. La voie d'abord, eh bien, c'est avoir une voie d'abord percutanée qui va être fémorale, en passant par la veine fémorale le plus souvent, mais ça peut être également au niveau du membre supérieur, au niveau d'une veine axillaire ou d'une veine jugulaire. Je vous le dirai tout à l'heure, il faut prédilater ces lésions, puisque souvent ce sont des sténoses extrêmement serrées et fibreuses, voire des occlusions. Et il faudra mesurer le diamètre et la longueur de l'endoprothèse que l'on va mettre en place. Alors cette thérapeutique endovasculaire peut être parfaitement réalisée avec les moyens techniques qui sont à notre disposition, en particulier dans ce nouvel hôpital, c'est-à-dire une salle hybride. Qu'est-ce qu'une salle hybride? C'est une salle de radiologie qui se trouve située au sein du bloc opératoire. Et vous avez dans un même lieu à la fois le bloc opératoire avec le personnel dédié, l'asepsie, le personnel qui est formé pour ça,
est une salle de radiologie interventionnelle telle que l'on trouvait dans les services de radiologie, avec la qualité d'image, les réductions de doses bien entendu, les salles de vision, les reconstructions et le traitement des images. Donc c'est vraiment un plus pour réaliser l'ensemble des traitements endovasculaires. Voilà la table que nous avons à disposition à Trévenans. C'est une salle qui est dédiée avec un arceau de radiologie robotisé qui va se déplacer tout seul, une table de radiologie sur laquelle on peut tout de même faire des interventions chirurgicales puisqu'on est au sein du bloc. Et vous voyez avec tout un panel de commandes pour permettre de travailler dans toutes les dimensions avec cet arceau et bien entendu un énorme écran qui nous permet de visualiser correctement les images. Donc c'est un matériel dans la région qui est presque unique puisque le CHU de Besançon n'a pas une salle hybride de ce type et ça nous permet donc de faire ce traitement endovasculaire dans des conditions qui sont bien meilleures que celles qu'on faisait avant avec des arceaux de radiologie classiques au niveau du bloc opératoire. Un scanner préopératoire avec une masse qui est peut-être un lymphome, on peut s'en douter, et la veine cave supérieure qui est vraiment laminée, vous voyez l'injection de produits de contraste. On va monter donc un ballon monté sur un guide au niveau de cette lésion de la veine cave supérieure. Donc vous voyez ici qu'il n'y a quasiment plus de passage avec un énorme thrombus mural qui prend la paroi de la veine cave supérieure, avec en post-dilatation et la mise en place d'un stent, je vous en reparlerai, un calibre qui est respecté. Voilà le même cliché en post-opératoire et vous voyez qu'on a restauré le calibre de la veine cave supérieure et qu'on va pouvoir lever totalement l'obstacle. Alors on va utiliser pour ça des stents et des ballons. Des stents qui sont auto-expansibles, c'est-à-dire que c'est des stents en nitinol qui est un métal à mémoire de forme, et dès qu'il est largué dans la circulation, il reprend son diamètre nominal avec une force radiale suffisante pour plaquer les berges de la veine cave supérieure. Et si ce n'est pas suffisant, on peut utiliser des stents qui sont montés sur des ballons, on gonfle le ballon et cela va ouvrir le stent. Donc, je vous le redis, stent auto-expansible en nitinol. L'intérêt, c'est que c'est des stents très flexibles, bien que la veine cave supérieure soit relativement rectiligne, donc ça c'est moins gênant. Mais on peut avoir surtout des larges diamètres pour des veines caves qui sont supérieures à 16 mm de diamètre. Et puis le stent monté sur ballon, qui permet d'avoir une force radiale plus importante pour pouvoir ouvrir lorsque la sténose est très fibreuse et qu'on va utiliser en cas de réocclusion de cette veine cave supérieure. La procédure, elle se fait soit sous anesthésie locale, soit sous anesthésie générale avec une anticoagulation péropératoire. On va ponctionner la veine fémorale sous échographie. On va mettre à l'intérieur de la veine fémorale un introducteur, puis un guide qui va passer au travers de la sténose. Et puis ensuite, on va pouvoir injecter le produit de contraste et visualiser la zone et pouvoir faire les mesures de longueur et de diamètre de la veine cave. Ça permet, avec cette salle hybride et un grand écran, de pouvoir avoir une vision parfaite de ce qu'on fait. Juste une petite animation. Ponction de la veine fémorale. On va monter le guide dans la veine fémorale, veine iliaque, puis dans la veine cave. Passage d'un guide au travers de la sténose. Qu'on arrive toujours à franchir avec des guides de différents diamètres. Mise en place du ballon et du stent. On gonfle et on dégonfle le ballon et on laisse le stent en place qui ouvre la lumière. Il faut bien entendu réaliser des prédilatations si la sténose est vraiment très serrée, préocclusive. Et puis ensuite, on met en place ce stent soit en nitinol, soit en acier d'un diamètre d'environ 14 mm. Il faut post-dilater, c'est-à-dire faire une angioplastie à l'intérieur du stent pour bien que les parois du stent soient impactées dans la paroi veineuse pour la laisser ouverte. On fait ensuite une compression manuelle, ponction 10 minutes, pansement compressif 24 heures ou moins. C'est des gestes qui peuvent être faits en ambulatoire. Mise en place du stent, vous voyez le stent s'est ouvert mais pas suffisamment, donc on va repasser un ballon à l'intérieur pour bien écarter et paralléliser le stent. Voilà pour une thrombose quasiment complète, mais on est arrivé à passer
le guide et le stent, et après stenting, on a un résultat quasiment ad integrum. Ça, je vous passe sur la lésion. Faut-il post-dilater? Oui, sinon on a des réocclusions précoces. Faut-il anticoaguler pendant et après le geste? Oui, avec une héparinisation péropératoire et puis une anticoagulation après l'intervention, soit avec des AVK, soit de l'héparine, soit des anti-agrégants plaquettaires. À nouveau, vous avez quelques images avec ici le ballon qui est gonflé. Voilà une procédure avec mise en place du stent, gonflage intra-stent, résultat post-opératoire. Les complications, elles sont rares, ça peut être hématome, infection, des complications cardiopulmonaires, là aussi assez exceptionnelles, un œdème pulmonaire aigu, une arythmie parce qu'on va aller toucher un petit peu au niveau de l'oreillette droite. On peut avoir dans les cas extrêmes un hémothorax ou une tamponnade péricardique si on va perforer la veine cave supérieure ou l'oreillette. Le stent peut migrer aussi, mais si les dimensions sont prises correctement, il ne devrait pas y avoir de problème. Les complications, ça peut être une réocclusion qui peut être immédiate, avec une rethrombose du stent, soit tardive, ce qui est plus fréquent, avec une hyperplasie intimale ou une persistance de l'envahissement tumoral. Et le traitement, dans ce cas-là, est de remettre en place un nouveau stent. Les résultats, ils sont quasiment parfaits, c'est-à-dire qu'on a une amélioration clinique dans presque 100% des cas, presque immédiatement et en tout cas dans les heures qui suivent. La réocclusion du stent, elle est relativement rare, de l'ordre de 0 à 30%, soit par thrombose in situ, soit invasion tumorale, et la récidive des symptômes, environ 15%. En conclusion, ce stenting pour maladie maligne, eh bien, ça a l'avantage d'être un geste peu invasif, qui permet d'avoir un résultat immédiat avec une disparition des symptômes quasi à 100%, qui améliore la qualité de vie du patient et qui peut bien entendu être associé avec une radiothérapie ou une chimiothérapie, complications rares et une réocclusion relativement rare. Tout cela, c'est de la procédure mini-invasive que l'on fait dans notre salle hybride. Alors, juste ces dernières diapositives pour vous dire que la salle hybride sert à d'autres choses que traiter les syndromes cave supérieure. En chirurgie vasculaire, nous faisons plus de la moitié de notre activité, 60 à 70%, c'est de l'endovasculaire et plus du tout de la chirurgie ouverte. Tout cela a beaucoup changé depuis 10 ans avec la technique que l'on a acquis et surtout le matériel qui est à notre disposition. Cette chirurgie endovasculaire, ça nous permet de revasculariser les membres inférieurs, les artères sous-clavières, les artères viscérales, mésentériques par exemple. Ça nous permet de faire les angioplasties sur les sténoses des fistules artério-veineuses. On peut faire des artériographies diagnostiques sur table. Et puis il y a tout un panel de choses que l'on a à notre disposition maintenant comme pathologie à traiter. C'est les embolisations artérielles. Ça peut être dans le cadre de problèmes hémorragiques aigus comme les hémorragies utérines du postpartum, hémorragie de la délivrance, les hémorragies digestives, en traumatologie pour les fractures de bassin ou des embolisations électives, par exemple pour les fibromes utérins, pour les varicocèles, pour certaines tumeurs rénales. Et puis bien entendu, ça c'est quasiment notre pratique quotidienne, la mise en place des endoprothèses aortiques pour les anévrismes de l'aorte abdominale, dont vous savez qu'ils sont de moins en moins chirurgicaux et de plus en plus endovasculaires. Et puis il y a les stents veineux, comme je viens de vous parler. Pour les thromboses veineuses, on peut les utiliser, pour les syndromes cave et également pour les embolisations de varices pelviennes. Je vous remercie avec ces clichés pour vous montrer les images que l'on peut avoir avec des reconstructions par rapport aux scanners, aux injections qu'on fait, des images de fusion et de 3D.